On est dimanche soir, il est 20h40, je suis en route pour aller voir la famille qui a accueilli un bébé cet après-midi. Donc, comme je suis en voiture et que je suis en train de conduire, peut-être que vous allez entendre le bruit environnant, peut-être que ça va être un peu dérangeant au niveau du son, que c'est pas comme d'habitude. Mais voilà, je pense que là, c'est le seul moyen que j'ai de faire rentrer un épisode dans mon timing serré pour qu'il puisse sortir quand même lundi comme c'est initialement prévu. Je me dis en fait que c'est le bon moyen finalement de vous parler du sujet qui n'était pas le sujet initial prévu parce qu'on m'a demandé des sujets bien spécifiques ces derniers jours, ces dernières semaines et que j'ai pas eu le temps de faire, mais qui sortira dans les semaines qui vont arriver. Mais là je vais vous enregistrer 2 épisodes sur le chemin. C'est une famille qui habite pas tout près, donc je vais avoir le temps d'enregistrer ces 2 épisodes, peut-être un à l'aller et un au retour, pour être totalement libre la semaine prochaine, parce que ça va être une semaine de vacances pour moi, où il y aura aucun enregistrement de podcast à la dernière minute comme je suis capable de le faire, donc voilà. Et surtout être avec ma famille, parce que j'ai quasi pas vu mes enfants depuis presque 3 semaines. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Alors j'avais justement envie de vous parler de cette réalité de notre travail qui est, je pense, sérieusement pas visible. Parce que quand on parle des gardes, quand on parle du fait qu'on demande à être rémunéré pour nos gardes, et on demande 10 € par garde, donc c'est pas non plus, c'est pas avec ça qu'on se fait vraiment de l'argent, quoi. Mais je pense que c'est important de le faire payer, puis de se rendre compte de ce que ça représente. Parce que encore la semaine dernière, j'ai eu une patiente qui est venue pour du pré-travail à la maison de naissance, que j'ai renvoyée chez elle, puis finalement qui a été accouchée à l'hôpital 2 jours après, sans me prévenir, sans me dire que finalement elle avait changé ses plans. Et elle a le droit en fait, on a le droit de changer ses plans, c'est ok. Je le dis très souvent en fait, les cartes de l'instant, l'intuition, le besoin, etc. Tout est ok quoi. Mais c'est nier finalement aussi ce que ça représente, que cette réalité-là, le fait d'être appelable H24, parce que c'est quand même un stress constant, même si moi je me considère pas comme une personne stressée de manière générale, mais je sais que par exemple mes prises de sang montrent quand même que j'ai un taux de cortisol élevé. Quand mon médecin m'a dit ça, il m'a dit mais en fait t'as un taux de cortisol quand même assez élevé. Je dis en même temps je suis tout le temps sur le qui-vive puisque je suis appelable à tout instant de la nuit, du jour, de la semaine, du week-end. Donc finalement, c'est pas si étonnant que ça. Et puis pendant les naissances, j'aime rappeler que on va dire que de manière poétique, on dit que les sages-femmes portent l'espace. C'est très beau à dire comme ça, mais dans la réalité, en fait, j'en parlais ces derniers jours avec d'autres collègues qui font aussi des accouchements extra-hospitaliers. Et on disait à quel point, en fait, on analyse constamment la situation. On est aux aguets des signes, des sons, de ce qu'on observe, de ce qu'on entend, de quand est-ce qu'on doit écouter ce bébé, de qu'est-ce que ça me dit par rapport à sa position, etc. On est tout le temps en train d'analyser en se demandant, est-ce que c'est ok ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me dirait qu'il y a peut-être un obstacle ou quelque chose qui rend les choses plus difficiles pour ce bébé ?
C'est non-stop. Donc ça crée quand même cette hypervigilance, cette analyse constante de la situation. Et c'est pas rien en fait. C'est vraiment hyper important de s'en rendre compte. Donc au-delà du fait d'être appelable tout le temps, en fait on est tout le temps sur le qui-vive. C'est une réalité. Cette disponibilité 24 heures sur 24, elle a un coût, elle a un impact sur notre santé clairement, puisque je vous dis que ça a un effet sur mon taux de cortisol. Je sais qu'il y a pas mal de sages-femmes aussi qui... En fait, ça dérègle notre système... nos systèmes, en fait. C'est pas notre système, c'est nos systèmes. Le fait d'être justement dans ces cycles jour-nuit, je pense que c'est pas évident d'être une personne qui travaille de nuit. Hein. Mais quand, en plus de ça, en fait, on n'a pas réellement de rythme, parce que notre rythme, c'est le rythme des naissances, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de manière de faire, il n'y a pas... Voilà. Et moi, je me rends compte, quand j'en parle avec mes collègues, j'ai quand même pas mal de collègues qui, sur le tard de leur carrière de sage-femme, ont certains problèmes de santé, peuvent être diabétiques, etc. Et je pense que c'est en grande partie, justement, dû à cette manière d'être tellement disponible pour les autres et puis finalement pas disponible pour nous-mêmes. On en parlait avec Alix aussi ces derniers jours, et puis elle me disait, tu te rends compte, des fois on n'a même pas le temps de manger, on n'a pas le temps d'aller faire pipi, on ne prend pas du tout soin de nous. Elle a eu une infection urinaire là, ces derniers jours, elle disait certainement dû au fait que j'ai pas eu le temps de boire ou d'aller uriner à mon aise en fait. Ouais, c'est ça la réalité. Et moi là, en 2 semaines, il y a eu 4 naissances. 5 accompagnements et des naissances qui se sont déroulées parfois coup sur coup. J'avais prévu d'aller à la manifestation nationale et en fait j'ai pas pu parce que j'ai eu une naissance dans la nuit, donc un bébé qui est né aux alentours de 1h du matin, donc le temps de faire le postpartum, de faire tous les papiers, de vérifier comment va ce bébé, de s'assurer que cette maman elle est bien. Voilà, nous, on ne quitte pas les parents tant qu'on n'a pas pu observer que tout allait bien. Je veux dire, on va lever une première fois la maman, on va l'inviter à faire pipi, on va s'assurer que le bébé va bien, qu'ils sont bien installés, etc. Donc en général, ça nous prend 2-3 heures facilement. Donc je disais, j'ai été dans mon lit, je pense, vers 3h30. Et évidemment, après tout ça, je ne dors pas d'une traite directement. J'ai encore ma tête qui réfléchit, qui analyse là, ce qui s'est passé, qui s'assure que c'était ok, etc. Toujours. C'est comme si je me refaisais à chaque fois le film de la naissance. Alors je vous parle pas quand il y a une complication, alors là c'est dans les moindres détails. Mais voilà. Et là, couché aux alentours de 3h30, et puis réveillé à 5h10, avec une maman qui avait rompu sa poche. C'est difficilement explicable en fait de si peu dormir et de tenir non-stop. Je crois que ces 2 semaines là, moi je sens quand même que mon corps il est vraiment fatigué. J'ai dit que pendant mes vacances, mon objectif c'était d'essayer de faire le plus possible de sieste et d'essayer de dormir jusqu'à au moins 8h30, 9h. On va voir si avec les enfants ça va être possible ou pas. Mais c'est mes plus gros objectifs de la semaine, c'est ça. C'est pour ça que j'aimerais que les épisodes de podcast soient enregistrés et que vous puissiez en bénéficier cette semaine, mais sans que ça me demande du travail sur le moment et sur l'instant, comme c'est parfois le cas. Et puis cette semaine, on a aussi eu une naissance, la semaine dernière, il y a une semaine. Voilà, vous voyez, moi je me mélange tellement ça a été intense. La semaine dernière, on a eu une naissance dont je vous parlerai, je pense, dans l'épisode juste après. En tout cas, je vous parlerai de cette réalité-là. Donc une naissance qui a été assez longue et puis en fait, où il y a eu un transfert après. C'est aussi ça en fait la réalité, c'est tirer sur la corde finalement en termes de fatigue quoi. Heureusement j'ai appelé Alix qui est venue aussi en renfort sur la fin de la naissance, ce qui m'a beaucoup aidée. Heureusement qu'elle était là. Ça m'a permis d'avoir de l'aide et du soutien dans cette situation qui a été assez difficile. C'est difficile en fait de trouver des sages-femmes qui sont prêtes à avoir cette disponibilité, à être appelables à chaque moment, à chaque instant. On a eu des sages-femmes
qui avaient envie de faire ça, des jeunes sages-femmes qui avaient envie de faire ça, qui sont venues dans notre équipe et puis finalement qui se sont vite rendues compte que c'était cette partie-là qui était finalement impossible pour elles. Que ça mettait trop de pression, que c'était trop inconfortable, que de se faire réveiller au milieu de la nuit, en fait, c'était pas possible. C'est dur. Parce que c'était une collègue qui était vraiment pro-physio, pro-accouchement extra-hospitalier, etc. Qui au final se rend compte que c'est trop dur. Qu'en plus, il n'y a pas assez de reconnaissance. Vous allez dire que je rabâche là-dessus, hein. Mais par exemple, pour ce long accompagnement, en fait, j'aurais peut-être aimé pouvoir passer le flambeau, en fait. Et pas juste appeler Alix en renfort à la fin de la naissance, mais peut-être qu'au bout de 12 heures, en fait, j'aurais aimé qu'elle prenne le relais complètement. 12 heures, c'est le temps d'une garde à l'hôpital. Et encore, c'est rare maintenant les hôpitaux où on fait encore des gardes de 12 heures. Ici, en Belgique, je sais qu'en France, ça se fait. Mais bon, voilà, moi je me dis toujours 12 heures, je suis capable. Même si j'ai pas beaucoup dormi, 12 heures, je suis capable. Mais là c'était 19 heures, quoi. Ça, c'était vraiment difficile. Sans vraiment manger, sans dormir, sans rien. C'est vraiment très très intense. Et donc, quand on dit qu'on est invisibilisé, qu'on ne se rend pas compte de notre réalité, c'est ça. Moi, je suis en colère après les gens qui décident pour nous à l'INAMI, puis qui se disent que ce travail-là, ça vaut 200 euros. 200 euros pour suivre du travail, que ce soit 20 minutes, parce que le dernier bébé, il est né 20 minutes après que je sois là. Ok, ça c'est plutôt bien payé. Et quand c'est 20 heures, c'est pas la même chose. J'ai déjà été jusqu'à plus de 40 heures. C'est pas la même chose. Et puis ça précarise notre système. Ça rend les choses inconfortables. Parce qu'imaginons que j'avais demandé à Alix de me remplacer. Impossible pour elle de tarifier le suivi de travail. On peut le tarifier qu'une seule fois. Il faudrait bien quand même que ce soit renouvelable à un moment ou à un autre. Puis là, on se retrouve dans la situation où elle est venue en renfort. On va pas se mentir, j'étais vraiment très fatiguée. Donc c'est elle qui est partie en ambulance avec notre patiente et qui a géré la situation d'urgence, etc. à l'hôpital. Et en fait, on en a parlé. Alors elle me dit c'est pas important pour moi, etc. Mais en fait, c'est important. Parce que moi, on en a parlé sur comment est-ce qu'on allait faire pour tarifier cette patiente. Est-ce que je dois rogner sur ce que je devais gagner comme honoraire pour ce suivi de travail de 19 heures et puis cet accouchement, etc. Est-ce qu'on doit partager ? Est-ce que ça veut dire que elle, ça n'a aucune valeur ? C'est faux. Les deux sont archi faux. Son accompagnement était extraordinaire dans la situation qu'on a vécue. À nouveau, je vous en parlerai après. Et je vais pas renier ce que j'ai fait pendant toutes ces heures non plus. On va en être encore à un système où on va devoir tarifier notre maison de naissance pour qu'il y ait quand même un prix juste pour reconnaître le travail qui a été fait, etc. En fait, on pallie un système alors que nous-mêmes, on est totalement autonome. Cet argent qu'on va donner, qu'on va verser à la sage-femme qui ne pourra pas tarifier cette patiente, c'est nous qui pallions un système qui est mal fait. Alors qu'on est déjà autonome. On tarifie nos patientes, en fait, c'est les forfaits qu'on demande aux parents qui renflouent nos caisses, en fait. Parce qu'il n'y a aucun subside des maisons de naissance, aucune aide, en fait, pour ce genre de lieu, pour ce genre de regroupement. En tout cas, pas d'aide en Wallonie. Il y a eu des aides sur Bruxelles, mais en Wallonie, on n'en a pas. Ça veut dire débrouille-toi, démerde-toi. Et puis, en fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça précarise. Ça nous met dans des situations inconfortables. Et à nouveau, on en vient avec des collègues qui sont en burn-out, qui ne supportent plus en fait la non-reconnaissance, la difficulté de vivre de cette réalité-là. Et puis, même nos deuxièmes. Donc en fait, il nous manque des deuxièmes. C'est vrai que je vous fais pas un tableau glorieux, mais en fait, si les naissances extra-hospitalières, c'est quelque chose qui te motive, qui t'a envie de découvrir, puis peut-être que tu dis qu'un jour tu ferais bien sage-femme autonome. Il y a moyen, à mon avis, d'être confortable. Il faut arriver à travailler en équipe, parce que j'avoue que tout ça est très inconfortable, mais comparé à ce que j'ai vécu pendant des années en étant sage-femme autonome toute seule,
Il y a une grande différence. Vous pouvez écouter l'épisode de podcast que j'avais enregistré avec mon mari. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, mais il reparlait très très bien justement de cette réalité qu'on a pu vivre pendant des années où j'étais de garde non-stop. Alors que là, il y a du relais, etc. J'étais contente qu'on soit 3. Et puis voilà, la réalité a fait que en ce moment on travaille quand même à 2. Parce que une de mes collègues a craqué tout simplement. Alors à cause de la maison de naissance, pas vraiment. C'est un amalgame de choses, mais je pense que cette disponibilité et puis le fait de devoir être 100% présent pour les gens de manière aussi intense, aussi sur le qui-vive, etc. En fait, quand toutes les autres parcelles, facettes de notre vie sont déjà tendues, en fait, c'est difficile de mener tout ça de front. Donc voilà. Alors, avec une amie sage-femme qui a aussi arrêté suite à un burn-out, on avait pris l'habitude d'appeler ces moments où on enchaîne les naissances, où on dort pas beaucoup, voilà. On appelait ça des Iron Midwives. Je crois que les sages-femmes, c'est ça, c'est des super-héroïnes qui se rendent même plus compte en fait que c'est des super-héroïnes. Je pense que c'est le cas de toutes les sages-femmes. Et puis après, il y a effectivement les sages-femmes autonomes qui ont encore un level avec les gardes, etc., qui sont assez fortes. Mais je pense que de manière globale, les sages-femmes, elles donnent beaucoup de leur personne. En salle de naissance, à l'hôpital, comme en maison de naissance, comme à domicile. Même les sages-femmes qui ne font que du postpartum, elles donnent énormément de leur personne. Elles sont aussi appelables. Et du jour au lendemain, il faut qu'elles aillent voir une patiente, la semaine, le week-end, en soirée, parce qu'il fallait faire rentrer cette patiente dans son planning et que son planning était déjà chargé. C'est ça la réalité. Vous allez me dire, c'est encore un épisode où je râle. Mais en fait, j'ai pas envie de râler, c'est surtout que j'ai envie de vous partager cette réalité. Les sages-femmes sont tellement invisibilisées. Le rôle de ce podcast, c'est aussi de parler de ça. C'est aussi de mettre la lumière sur ce côté invisible, ce côté un peu sombre quand même de notre pratique. Alors pas sombre dans le sens dangereux, etc. Mais sombre dans le sens, faut pas en parler, faut pas le dire, faut pas faire trop de vagues. Et puis en fait, quand on a essayé de faire des vagues et puis de parler de notre réalité, on nous a un peu balayé entre les budgets, il faut faire des économies, etc. On fait des économies finalement sur le dos des gens, des patientes, des familles, puis sur le dos des sages-femmes, certainement. Voilà. En tout cas, si t'es sage-femme, puis que tu vis cette réalité, ou en tout cas que t'es solidaire avec cette réalité des sages-femmes autonomes, si tu travailles dans le domaine de la périnatalité, puis que t'avais pas encore notion de ce que ça représentait, là, 2 semaines de garde, non-stop, et puis 4 naissances, 5 accompagnements, une patiente qui est partie accoucher à l'hôpital sans me prévenir, que j'ai attendu parce que je savais elle commençait à être en travail. Du coup, ce non-respect aussi, parfois des patientes. Donc si t'es solidaire de cette réalité-là, tu peux partager l'épisode parce que ça m'aide toujours à faire rayonner ce podcast. Et grâce à vous, on atteint presque les 80 000 écoutes. 80 000, j'en reviens pas. C'est hier que j'ai commencé à prendre mon micro. Si t'es sage-femme puis que t'es intéressé par la pratique autonome et puis que tu te dis tiens, ce serait peut-être cool de rejoindre une équipe comme l'équipe de la bulle, viens me rencontrer, envoie-moi un message privé sur Instagram, envoie-moi un mail, viens nous rencontrer, viens visiter la maison de naissance. On a clairement besoin de deuxième sage-femme. On a des sages-femmes qui ont eu des bébés cette année, certaines qui vont avoir un bébé, certaines qui ont trouvé un autre job. Et bref, donc on a vraiment besoin de deuxième sage-femme parce que là ça devient plus qu'urgent. Donc si tu sens l'appel, viens nous rencontrer, viens poser tes questions, viens nous voir. On sera ravis de te rencontrer et de voir avec toi si ça peut matcher. Voilà, ce sera la fin de cet épisode enregistré en voiture. J'arrive enfin devant chez ma patiente et je vous enregistrerai l'épisode de questionner la sage-femme juste après au retour. Donc d'ici là, portez-vous bien.